Merci Henri. Bon, on va essayer de faire aussi brillant que Jean-Yves Madec. Bon, on va peut-être être un peu plus sur des courbes, etc. en médecine humaine, parce que finalement, on s'est posé la question de d'où ça vient cette inquiétude sur l'antibiorésistance. Et en vrai, finalement, c'est quoi le problème? On a des antibiotiques, on a de nouveaux antibiotiques, donc pourquoi ça pose tant de problèmes? Et on va essayer de revoir ça un petit peu avec d'abord poser la problématique un peu d'épidémiologie et voir un petit peu les pistes qu'on peut éventuellement proposer. Alors, déjà, moi je trouve qu'il y a un truc qui est important, c'est les maladies infectieuses jusqu'au 19e siècle, jusqu'à la fin du 19e siècle, c'est la première cause de mortalité et de loin. Et on a vu une chute drastique de la mortalité par maladie infectieuse dès la fin du 19e siècle, donc 50 ans avant l'utilisation des antibiotiques. Il y a plein de causes qui peuvent expliquer ça. L'amélioration des conditions de vie et d'hygiène, une meilleure hygiène, une meilleure prise en compte de l'hygiène. Je vous assure que les hygiénistes de la fin du 19e, fallait pas déconner avec eux. La mise en place des vaccins et la découverte des antibiotiques. Donc tout le monde connaît la découverte des antibiotiques. Fleming qui oublie sa boîte de pétri en partant en week-end et qui revient et qui voit que son staph est inhibé par une souche de pénicillium. Ça c'est en 1929. En 1941, la pénicilline est produite et utilisée pour la première fois sur un malade. Elle est produite de manière industrielle en 1942. Et en 1945, c'est le prix Nobel pour les trois, pour Fleming, Florey et Chain, qui ont mis en place l'industrialisation de la production de la pénicilline. C'est une révolution. Et on arrive dans le médicament miracle. 10 ans avant, il y avait un colorant qui s'est transformé en sulfamide antibiotique. Donc c'est un prix Nobel pour Domac en 1939. Quelques années plus tard, en 1943, c'est la découverte de la streptomycine, donc le premier médicament contre la tuberculose. Et donc c'est une espèce de révolution. On arrive dans un espèce de paradigme où on va pouvoir éradiquer les maladies infectieuses. Les antibiotiques sont vraiment le symbole de la toute-puissance de la médecine moderne. Et on entre dans cette culture dans laquelle on baigne toujours. L'antibiotique, c'est un médicament qui est hyper bien toléré et qui marche surtout, qui va vous sauver la vie. Et on est toujours imprégné de ça. Le problème, c'est que assez vite, c'est un petit peu dérapé. Déjà, le premier patient traité par la pénicilline en 1941 pour une infection de la mâchoire à Staph. Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est qu'il a été guéri pendant 15 jours, mais qu'après, il est décédé de son infection, qui ne répondait plus au traitement par pénicilline. Et en fait, on voit qu'à chaque découverte d'une nouvelle molécule antibiotique ou d'une nouvelle classe de molécules antibiotiques, dans les 2-3 années qui suivent, apparaît la première description de résistance clinique. Et dans les années 50-60, c'est ce qu'on appelle l'âge doré des antibiotiques, 3/4 des médicaments actuellement utilisés sont découverts dans ces 20 années-là. Et très très rapidement apparaissent des nouvelles molécules. Alors les antibiotiques, on n'est pas allé les chercher, on n'est pas allé les fabriquer, en dehors de quelques classes d'antibiotiques qui sont totalement synthétiques, comme les sulfamides, comme les quinolones. La plupart sont des produits naturels, soit produits par des bactéries du sol, et par des actinomycétales, par d'autres bactéries, par des champignons. Et ça existe, ça, depuis des millions, voire des milliards d'années. Et les antibiotiques qui sont produits par ces bactéries, par ces champignons, elles sont là pour leur permettre de s'installer dans l'environnement et se défendre contre les autres. Donc, en même temps que le développement de ces molécules antibiotiques qui permettent de se faire sa place au soleil, il y a eu développement de mécanismes de résistance pour les bactéries. Et donc, les mécanismes de résistance aux antibiotiques qu'on découvre encore aujourd'hui, en fait, ils existent déjà dans la nature sous forme de résistance intrinsèque depuis des millions, voire des milliards d'années. Le problème, c'est que au départ, la résistance du staph doré à la méticilline, à la pénicilline G d'abord, puis à la méticilline dans les années 60, c'est problématique, mais finalement on a d'autres médicaments, on en découvre d'autres, donc ça pose pas de soucis, et encore une fois, comme disait très bien Jean-Yves tout à l'heure, c'est cantonné à l'hôpital, c'est BMR. Mais le problème, c'est que depuis quelques années, en gros, ça commence franchement depuis les années 2000, et ça devient vraiment problématique depuis les années 2010,
eh ben, on a aussi une distribution de bactéries multirésistantes en communauté. Donc il n'y a même plus besoin d'un environnement sélectif, hospitalier, bourré d'antibiotiques. Ça se transmet en communauté et ça se diffuse en communauté. Pour une question de fitness, pour une question de transmission de plasmides qui vont être parfaitement adaptés et pas être trop coûteux en termes de développement pour la bactérie, et aussi par une diffusion des antibiotiques un peu partout dans l'environnement, ça on en reparlera tout à l'heure. Juste un petit point sur le microbiote humain. On l'a vu, hein, le microbiote il est partout. L'homme également a un microbiote. 10 puissance 15 bactéries, donc autant que de cellules humaines, avec des écosystèmes totalement différents pour chaque organe. Le plus gros, c'est le microbiote digestif, et qui va bien sûr être impacté par toute prescription d'antibiotiques. Quand vous prenez un antibiotique pour une angine, ça va se distribuer au niveau de l'amygdale, mais ça va se distribuer partout, y compris dans le tube digestif, avec la potentialité de sélectionner des résistances. Et en particulier, on a parlé un peu de pharmacocinétique tout à l'heure, et le problème de dosage dans les élevages, notamment dans les élevages de poulets. Ça va favoriser un petit peu l'émergence de résistance. Si votre antibiotique, il n'est pas suffisamment dosé, on va avoir ce qu'on appelle la fenêtre de sélection. En fait, quand vous êtes en dessous de la CMI, quand vous inhibez absolument pas la bactérie avec votre antibiotique parce qu'il n'est pas assez dosé, bon, bah, ça n'a pas beaucoup d'impact sur la bactérie en question. Si à l'inverse, vous dosez votre médicament de manière massive, bon, bah, là, il n'y a rien qui survit et il n'y a pas de souci. La problématique, ça va être entre les deux. Juste au-dessus de la CMI, mais pas tout à fait suffisamment pour couvrir 100% de la population bactérienne. Et c'est typiquement là que vous allez sélectionner les bactéries qui sont un petit peu plus résistantes. Et c'est exactement l'image qui a été montrée par Benoît tout à l'heure, je crois, de ces fameuses Escherichia coli, où on augmente progressivement les doses. Et donc, ce problème du dosage va également être important, et ce problème de posologie de l'antibiothérapie va être importante. Les antibiotiques critiques, effectivement, c'est des antibiotiques critiques en médecine humaine, puisque c'est des antibiotiques qui ont été considérés comme particulièrement générateurs de résistance au niveau du microbiote digestif humain. C'est plus ou moins ceux qui ont une activité sur les anaérobies. Ils ont été redéfinis en 2022. Et on va avoir dedans principalement donc, l'augmentin, qui est le deuxième antibiotique le plus utilisé chez l'homme, l'équinolone, les céphalosporines de troisième génération, l'azithromycine, qui a un très fort impact sur le microbiote également. Et quand vous êtes en milieu hospitalier, l'association piperacine-tazobactam, l'adaptomycine, le linezolide, etc. Et on va mettre dans cette classe aussi les antibiotiques de dernier recours, pour lesquels la prescription doit vraiment être uniquement en cas de nécessité absolue, et vraiment de dernier recours, si possible avec un avis infectiologique spécialisé. Quelles menaces on essaie de cibler et quelles sont nos inquiétudes? Nos inquiétudes, ça va être principalement les bactéries multirésistantes qui vont poser problème. Alors le SARM, on en a parlé, et surtout le SARM quand il devient communautaire. En France, on a de la chance, on n'est pas trop concerné, mais en Amérique du Nord, aux États-Unis en particulier, ça peut aller jusqu'à 40 à 50% des infections à staphylocoque doré cutané sont multirésistantes. Et on ne peut pas utiliser les bêta-lactamines, qui est la première classe habituellement utilisée contre les SARM. Et avec une transmission de ces clones en communauté. Ça va être les fameuses BLSE dont on a déjà parlé. Donc c'est des entérobactéries qui produisent une enzyme, une bêta-lactamase à spectre élargi, et qui va limiter l'utilisation des premières intentions. Mais ce qui va nous inquiéter encore plus, c'est ce qui arrive, c'est l'étape d'après, c'est les bactéries hautement résistantes émergentes. Et là, on a en particulier deux alertes, les entérobactéries productrices de carbapénémase. Pour le coup, là, on n'a plus aucune bêta-lactamine qui sont utilisables, ou alors on va utiliser des stratégies de plus en plus complexes. Et les Enterococcus faecium résistants aux glycopeptides. Là, c'est pareil, on n'a pas d'alternative. Donc là, ça devient vraiment très compliqué, puisque si on a des infections avec ces bactéries-là, ben, on n'a plus tellement d'armes. Et on redevient un petit peu à l'ère pré-antibiotique, en fait. Alors, il faut savoir, là, on parle beaucoup de bactéries et d'antibiotiques au sens antibactérien. Mais il faut savoir que
ça va concerner en fait toutes les espèces microbiennes entre guillemets. On a aussi des problématiques d'émergence de résistance du paludisme, le Plasmodium falciparum qui on commence à avoir des clones résistants à l'artémisinine qui se diffusent, qui est le traitement qui est maintenant la première intention. Candida auris, qui est une levure particulière qui se diffuse dans le monde entier et qui est multirésistante aux antifongiques. Où on parlait d'impact One Health. L'exemple des aspergillus résistants aux médicaments de premier recours et de première ligne, le voriconazole. On a de plus en plus d'aspergillus fumigatus résistants aux azolés et ça a été assez bien corrélé avec l'utilisation d'antifongiques en culture, en grande culture. Et notamment, ça a émergé il y a une dizaine d'années aux Pays-Bas avec l'utilisation massive d'antifongiques sur les cultures de tulipes. Et donc finalement, on en est où? Alors, on se demandait sur les efforts qu'ont fait les vétérinaires, on ne sait pas mesurer l'impact sur la résistance en France. Alors, on voit que depuis les années 2000... Oh, pardon, je fais une bêtise, c'était pas le bon truc. On voit que cette résistance, donc là, hop, excusez-moi, voilà. Là, on est sur les fameuses entérobactéries BLSE. On voit que cette résistance, elle augmente depuis les années 2000, jusqu'à avoir un pic en 2015-2016. On peut se dire que les efforts faits par nos collègues vétérinaires, quand même, ont peut-être porté leurs fruits, puisque c'est à peu près synchrone de la diminution de la résistance, qu'on n'arrivait absolument pas à contrer, malgré toutes les mesures. Le staphylocoque doré résistant à la méticilline, lui, on a réussi à diminuer son incidence, et c'est principalement les mesures d'hygiène qui ont permis ça. On arrive à une espèce de plateau, ici. Donc, il y a certaines résistances qu'on arrive à peu près à maîtriser. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est que cette résistance, elle a quand même bien augmenté, et on en est là aujourd'hui, avec, en France, 11% d'Escherichia coli résistants aux céphalosporines de troisième génération. Quand vous allez un petit peu plus dans le sud et à l'est de l'Europe, eh ben, on peut monter à 25-50%, avec des facteurs de risque qui sont bien identifiés. Le voyage, ça a été dit tout à l'heure, il y a des zones dans le monde qui sont nettement plus à risque. L'institutionnalisation, le fait d'être en EHPAD, va augmenter très fortement le risque de résistance, c'est ce qu'on voit ici. Une antibiothérapie de moins de 3 mois, un antécédent de colonisation. On voit que la répartition sur le territoire français de ces Escherichia coli résistants aux céphalosporines de troisième génération est différent selon les régions, avec un hotspot pour la région parisienne. Et c'est différent quand on regarde en communauté ou chez les patients résidant en EHPAD, où c'est beaucoup plus important. Ce qui est important de voir, c'est aussi que ce qu'on disait tout à l'heure, l'illustration de la corésistance qui est extrêmement fréquente. Quand vous êtes avec des Escherichia coli qui sont résistants au C3G, vous voyez que la résistance au quinolone, qui est de 10%, monte à quasiment 80%. La résistance aux sulfamides antibactériens passe de 20 à 53%. Donc il y a vraiment ces phénomènes de corésistance et donc de co-sélection qui vont être extrêmement importants. Et quand on regarde dans le monde, en Europe, on est plutôt bien lotis. Quand vous regardez l'Asie du Sud et du Sud-Est, on est dans des niveaux qui sont absolument catastrophiques. Là, on est sur Escherichia coli, résistant aux céphalosporines de troisième génération. On a un gradient nord-sud, on a un gradient socio-économique qui est évident. Rappelez-vous aussi que l'Inde est le premier producteur de bases médicamenteuses. Et quand on regarde quand même les chiffres, en prenant un peu de recul, quand on compare directement avec une quinzaine d'années d'écart, ça a de quoi inquiéter. Là, on est sur Klebsiella pneumoniae. Klebsiella pneumoniae, c'est vraiment la bactérie, l'entérobactérie qui est aspirateur de plasmides. Elle est très capable de les fixer, de les transmettre et de les maintenir. Et on voit que là, ça pose carrément problème, puisque sur les résistances aux céphalosporines de troisième génération, si vous êtes en Grèce, par exemple, vous êtes à plus de 75% de BLSE sur les Klebsiella pneumoniae. Et
ce qu'évoquait Alexandre tout à l'heure, c'est surtout ça, la menace. C'est qu'on commence à arriver sur les mêmes chiffres pour les entérobactéries productrices de carbapénémase, et donc, toujours une fois, la Klebsielle, qui est la plus à risque. Avec un nombre de signalements qui augmente très nettement en France, avec une épidémiologie qui change, et l'émergence, on le voit en bas, d'une classe d'enzymes de carbapénémase qui est particulièrement difficile à traiter, les métallobêta-lactamases, qui commencent à prendre de plus en plus de place. Et ce phénomène qui était initialement tout à fait limité à la région parisienne s'étend aujourd'hui partout en France. Et là, ça pose un vrai problème puisque, pour le coup, on n'a plus vraiment d'alternative aux antibiotiques et c'est là que la colimycine redevient intéressante. Alors, quelles conséquences de l'antibiorésistance en pratique ? On l'a dit, ça limite très nettement les thérapeutiques disponibles. Il y a très peu de nouvelles molécules, très peu de nouvelles classes, et les antibiotiques qu'on va utiliser vont être forcément par voie intraveineuse, vont souvent être infiniment plus toxiques, on a parlé de la colimycine tout à l'heure, ça nécessite des hospitalisations, des complications, ça induit des coûts qui sont majeurs. On estime dans les coûts directs, en 2015, à 109 millions d'euros le coût de la résistance. Ça représente 158 000 infections, dont 16 000 graves, 12 500 décès, et 2/3 de ces patients, de ces infections, concernent SARM et entérobactéries résistantes aux céphalosporines de troisième génération. Quand on regarde l'estimation faite aux US, on en est à 4,6 milliards de dollars en 2017. Et tout ça, ça ne prend pas en compte les coûts indirects. Et quand on fait des projections, c'est pas fameux, puisque la mortalité attribuable à la résistance, en 2019 dans le monde, elle est estimée à 5 millions, et elle est projetée pour 2050 de l'ordre de 40 millions de décès, et principalement en Asie. Avec une incidence, une létalité associée à l'antibiorésistance estimée entre 28 à 100 pour 100 000. 5 espèces tiennent le haut du panier pour les problématiques de mortalité et de résistance. Escherichia coli, Staph doré, Klebsiella pneumoniae, ça on en a déjà parlé. Il y a effectivement également le pneumocoque et Acinetobacter baumannii et Pseudomonas aeruginosa qui sont d'autres soucis, mais qui sont plus des problématiques de réanimation. Alors, je prends le relais pour parler un petit peu. Donc là, on a parlé des données de résistance et de poser la problématique de cette antibiorésistance. Là, je commence par le mettre un peu en parallèle avec les consommations. On a déjà parlé un petit peu du sujet. Est-ce qu'effectivement, l'augmentation, la diminution de consommation, est-ce que ça va avoir un impact au niveau des résistances ? Alors, là, c'était pour illustrer un petit peu ça. Ce qu'on peut voir là, alors c'est des données de 2000, on peut voir la corrélation sur les différents pays. Marche pas, okay, entre la consommation en pénicilline et les streptocoques, le pourcentage de streptocoques pneumoniae résistants à la pénicilline. Et on peut voir que plus la consommation est importante et plus on a une résistance importante sur ces pneumocoques. Donc, un moyen de démontrer ça. Et puis, sur cette diapositive suivante. Alors effectivement, on est dans un secteur plutôt fermé de réa pour démontrer un petit peu la corrélation entre consommation et résistance. Mais c'était une étude qui a été faite, j'ai repris une diapositive de Sylvain Diamantis, qui a mis en place un programme de stewardship en réanimation à Melun avec un effort fait particulièrement sur certaines molécules qui ont été limitées avec une diminution importante de la consommation, en particulier des quinolones, qui sont en orange sur le graphe. Le plan a été mis entre 2010 et 2011 en fait. Et puis sur d'autres molécules, en particulier les céphalosporines et les carbapénèmes qui étaient déjà plutôt basses, mais un maintien plutôt contrôlé. Et donc on peut voir que suite à ces diminutions drastiques d'utilisation en particulier des quinolones, on a une diminution de la résistance chez le Pseudomonas aeruginosa par exemple. On passe de 74% de résistance à 18% avant et après la diminution de consommation.
Donc voilà, c'était pour illustrer un petit peu les propos, avant que je vous introduise ce qu'on va voir après, les données un petit peu de consommation, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui a déjà été fait en France et, pour essayer de limiter en médecine humaine ces consommations en antibiotiques. Je vais passer rapidement sur cette diapositive qui a été déjà un peu montrée. C'est parce qu'on parle de consommation chez l'homme, mais bien sûr, c'est en lien avec les consommations aussi dans le monde animal, et puis le traitement des eaux, enfin, tout est un petit peu lié sur la gestion d'utilisation des antibiotiques, et donc les liens entre cette consommation et potentiellement l'émergence de résistance derrière. Alors, quelques données donc, de consommation et les modalités de surveillance. Donc, pour introduire ça, de quoi on parle pour les données de consommation? Les principales données qu'on utilise sont les données du SNDS, du Système national de données de santé. C'est des données très larges qui sont quasi exhaustives sur la consommation d'antibiotiques pour la médecine de ville. Alors après, c'est les données qui partent des données remboursées par la sécurité sociale, donc délivrées à la pharmacie. Donc en France, on n'est pas sur une délivrance à l'unité, hein, donc peut-être qu'il y a un peu de surestimation, même si c'est lissé dans la méthode de calcul avec la dose définie journalière. On est quand même, par rapport à d'autres pays nordiques où ils utilisent beaucoup plus la délivrance à l'unité, une méthode de calcul à la base un petit peu qui surestime peut-être un peu la consommation en antibiotiques. Et donc j'ai rappelé un peu rapidement en dessous les deux principales missions nationales qui permettent de répertorier ces consommations et puis ensuite de délivrer les rapports de suivi, avec la mission Primo qui concerne plus la médecine de ville et puis la mission Spares qui concerne plus la médecine hospitalière. Puis ensuite on a les données plus européenne et mondiale avec l'OMS et le CDC pour les données plus larges. Alors l'évolution des données au niveau national, donc pour commencer en établissement de santé, alors on n'a pas des aussi belles courbes que nos collègues vétérinaires sur la limitation de la consommation en antibiotiques, hein, mais on peut voir quand même quelques efforts. Alors, les données de 2023 sur la consommation en établissement de santé, on voit qu'il y a une légère augmentation. Elles sont quand même à prendre avec précaution parce qu'il y a eu un changement de méthode de recueil au niveau des données en établissement de santé, avec des données, on a moitié moins d'établissements participants globalement sur l'année 2023, donc c'est vraiment cette année-là, elle est à prendre avec précaution. Là, ça y est, on a un nouveau logiciel qui est en place, donc probablement qu'on pourra rattraper un petit peu et qu'on aura une meilleure idée de l'évolutivité sur les prochaines années. Mais je dirais que l'année 2023, l'augmentation, elle est peut-être quand même à prendre avec précaution. Et donc, en haut, c'est les doses définies journalières en DDJ pour 1000 journées d'hospitalisation en milieu hospitalier. Et en bas, c'est un autre marqueur, un indicateur ECDC sur la proportion d'antibiotiques large spectre. Donc on est quand même 35% sur le milieu hospitalier à peu près. Relative stabilité, c'est peut-être... Je pense que l'effort en milieu hospitalier, il est peut-être plus sur le choix des classes que la consommation globale on n'est pas sur les consommations en médecine hospitalière, ça concerne 8% à peu près de la consommation globale en médecine humaine. On est à 92% sur la médecine de ville et 8% sur la médecine hospitalière. Il y a un effort encore à faire, mais je pense qu'il y a aussi un gros effort à faire sur la médecine libérale. Là, c'était pour vous montrer un petit peu les données sur notre région. Donc avec l'évolution... même si la dernière partie sur 2023 est toujours à prendre avec précaution. Donc, pour montrer sur la région Centre-Val de Loire, globalement, on est un peu en dessous de la moyenne nationale sur la consommation, mais on est encore assez loin de l'objectif cible de 2025 qui sera à 235 doses définies journalières pour 1000 journées d'hospitalisation. On est encore à 307 sur l'année 2023. Et donc là, c'est le deuxième indicateur dont je vous parlais tout à l'heure avec la part d'antibiotiques large spectre où on est encore à 32% sur la région Centre-Val de Loire, on était à 34% sur la France. Ensuite, un petit mot donc, sur l'évolution des données en médecine de ville. Donc, comme je vous disais, qui représente 92% des consommations d'antibiotiques. Donc là, on a les données en prescription d'antibiotiques sur 10 ans, entre 2013 et 2023, avec une courbe descendante régulière.
Alors, bon, évidemment, confiner tout le monde, ça marche assez bien sur la consommation, mais probablement pas efficace sur du long terme. Mais on peut voir qu'on a une courbe descendante qui stagne un petit peu sur la fin. Les données sont un peu détaillées dans le rapport. On voit qu'on continue à diminuer, 1,3% de diminution en 2023 par rapport à 2022, mais il faut s'intéresser aussi aux médecins généralistes, mais de manière plus large à tous les prescripteurs en ville, parce qu'on a quand même une augmentation en médecine dentaire, par exemple, et en médecine spécialisée. Donc, point de vigilance aussi de ce point de vue-là. Et là encore, on n'est pas encore aux objectifs, qui sont à 650 prescriptions pour 1000 habitants par an d'ici 2025. On est encore à 755 en Centre-Val de Loire et 822 au niveau national. Donc un petit point rapide pour se comparer aux voisins européens. Donc là, je suis partie des données ECDC en Europe sur 2023. Là, le graphe de gauche représente la médecine de ville et en bas à droite, la médecine hospitalière. Si on se positionne, alors on est dans les plus gros consommateurs, mais vous le savez un peu déjà, principalement en médecine de ville, aussi un peu en médecine hospitalière. Alors après, si on le schématise différemment, en médecine hospitalière, les différences sont quand même moins marquées. C'est un peu plus homogène que sur les consommations en médecine de ville, où il y a probablement un levier plus important et un effort à faire plus important. On est sur ce graphe, le 3e plus gros consommateur sur l'année 2023, sur la médecine de ville, si on se compare aux voisins européens. Alors maintenant qu'on a parlé un petit peu des problématiques de consommation en antibiotiques, que ce soit en médecine de ville ou en médecine hospitalière, qu'est-ce qu'on peut amener comme solution ? Alors, bon là, sur la diapo d'introduction, je vous montre SPF et le réseau des CRATB. Alors, pas parce que j'y suis, mais parce que c'est une des fonctions premières des centres régionaux en antibiothérapie. Mais évidemment, il y a de nombreux acteurs sur un champ très large qui ont des actions qui vont être efficaces sur le meilleur usage et une meilleure consommation des antibiotiques. Il y a tout ce qui va être éducation à la santé, alors sur différents champs, dès l'école. Il y a la plateforme eBug qui met en place des outils pour pouvoir parler d'antibiorésistance, d'antibiotiques aux enfants, qui sont les futurs consommateurs. L'éducation à la santé, l'éducation aussi aux étudiants en santé. Il y a des services sanitaires avec des thématiques spécifiques sur la prévention de l'antibiorésistance. Il y a tout le volet hygiène. C'est un peu en parallèle avec ce qui a été dit tout à l'heure sur la médecine vétérinaire, en fait, où il y a le côté prévention et puis ensuite diminution de l'utilisation. C'est exactement, on fait la même chose en médecine humaine. Et donc le côté des réseaux d'hygiène qui est très important aussi dans la prévention des infections et dans la transmission des résistances. Comme l'a dit tout à l'heure Adrien, c'est grâce aux précautions d'hygiène qu'on a réussi à limiter le développement des SARM en France sur les dernières années qui remontent quand même pas mal. Il y a le pan de la vaccination qui est très important aussi dans la prévention de l'antibiorésistance, parce que si on a moins d'infections, moins d'infections virales, moins de complications bactériennes avec moins de consommation d'antibiotiques, et aussi parce que beaucoup d'antibiotiques sont aussi parfois prescrits dans des infections virales qui sont prévenues par la vaccination. Les tests de diagnostic rapide, j'en dirai un petit mot après, et toutes les politiques qui sont mises en place pour essayer de limiter et avoir un meilleur usage des antibiotiques. Alors, il y a de nombreux outils qui existent pour la meilleure utilisation de l'antibiothérapie. Là, j'en ai cité pas mal. Je dirais que ceux qui sont peut-être le plus utilisés c'est des outils d'aide à la prescription, principalement, seraient peut-être le Hippopie en médecine hospitalière et Antibioclic en médecine de ville. Alors là, c'est vraiment pour aider à prescrire la bonne molécule, la bonne durée, la bonne posologie, pour essayer d'être au plus près du meilleur usage, sachant qu'effectivement, la première façon de faire du bon usage, c'est savoir ne pas prescrire, comme en médecine humaine aussi, et donc de poser la bonne indication, c'est ce qui reste vraiment l'élément essentiel. Alors au niveau des programmes nationaux, justement de meilleur usage de ces antibiotiques, donc c'est un peu c'est l'équivalent du plan éco-antibio, mais en médecine humaine. Donc la dernière stratégie qui est en cours, c'est la stratégie nationale 2022-2025.
avec tout un pilier et sur la prévention et sur le bon usage des antibiotiques et des champs d'action sur la médecine de ville, la médecine hospitalière et le médico-social, avec effectivement des indicateurs de suivi, d'impact et des rapports annuels qui permettent de voir un petit peu l'évolution des actions mises en place et l'impact que ça peut avoir. Et pour exemple, des actions qui peuvent être mises en place et qui vont être efficaces, effectivement, j'ai repris le seul slogan que tout le monde a retenu en médecine humaine, les antibiotiques, c'est pas automatique, parce que y en a eu beaucoup depuis, mais je crois que c'est le seul que tout le monde a retenu, effectivement, même ceux qui n'étaient pas nés non plus au moment où ça a été diffusé. Et ensuite, d'autres actions qui peuvent être menées à l'échelon national et à des échelons plus locaux. Là, j'ai repris par exemple Anti-BEPAD, c'est un programme qui a été mis en place par le CRATB des Pays de Loire pour limiter, avec des actions ciblées vraiment sur les infections urinaires en EHPAD, avec la problématique de réalisation d'examens qui ne sont pas forcément indiqués, comme les ECBU, avec des prescriptions inappropriées qui en découlent. Et en fait, c'est des kits d'outils à diffuser auprès des personnels paramédicaux dans ces établissements pour guider un meilleur usage de ces examens. La promotion des TROD, alors la promotion des TROD pour limiter effectivement la prescription d'antibiotiques dans les angines bactériennes, sachant que ça peut encore se discute même d'en prescrire tout court dans les angines bactériennes, mais bon, je ne sais pas si en France on est encore prêt, mais c'est une vraie question. On a des voisins chez lesquels on ne prescrit pas d'antibiotiques, même dans les angines bactériennes en première intention. C'est un peu suivant l'évolution clinique. Mais bon, déjà, si on utilise les TROD et qu'on ne traite pas les angines virales, c'est déjà une bonne première étape, je dirais. Il y a des recommandations plus récentes aussi de l'HAS qui permettent d'avoir des guides plus pratiques que ce qui avait pu être fait auparavant d'utilisation pour les infections bactériennes courantes, des outils vraiment pratiques sur l'utilisation en médecine de ville. Et puis, il y a un point aussi que je détaillais là, qui est une des actions qu'on mène au niveau du CRATB sur les antibiogrammes ciblés. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une recommandation HAS pour les infections urinaires chez la femme. Quand on a une infection urinaire et qu'on fait un examen bactériologique des urines, le rendu jusque-là est un rendu d'antibiogramme avec souvent une quinzaine de molécules, dont certaines vont être à large spectre, pas forcément indiquées dans l'indication, etc. Et donc, cette recommandation, elle a pour vocation à rendre, quand on a l'indication de l'infection, un antibiogramme qui va rendre que 2 ou 3 molécules, uniquement celles qui vont être indiquées dans l'infection pour lesquelles il a été prescrit. Donc, ce qui permet de guider et d'orienter vers une plus juste prescription d'antibiotiques. Alors, ça a un peu de mal à se mettre en place. Donc, on a des discussions actuellement avec les laboratoires, les médecins généralistes pour essayer d'aider ce type d'action à se mettre en place pour un meilleur usage de manière globale des antibiotiques. Alors, pour conclure, alors, je la découvre en même temps, du coup. L'antibiorésistance en médecine humaine, c'est une préoccupation qui va être croissante avec des conséquences palpables et maintenant et à venir. On a pu voir qu'il y avait un lien effectivement entre la surconsommation au sens large et l'antibiorésistance, qu'on est dans une transition où effectivement il y a de moins en moins de nouvelles molécules, mais de plus en plus d'antibiorésistance, et donc il faut vraiment qu'on réussisse à réfléchir différemment pour la suite. Et donc il faut qu'on continue de surveiller ce qu'on fait pour essayer d'améliorer notre pratique, savoir ne pas prescrire et prescrire le mieux possible. Les communications au niveau du grand public sont très importantes. Je ne l'ai pas beaucoup détaillé, mais c'est une problématique aussi en médecine de ville. C'est difficile encore au niveau de la population de manière générale d'entendre qu'il n'y a pas forcément besoin d'antibiotiques, même si à la 20 ans, le slogan « les antibiotiques, c'est pas automatique », c'est pas encore ancré pour tout le monde. Et puis une approche One Health qui est indispensable dans le contexte, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Merci à tous si vous avez des questions.
Alors, Alix Martin, je suis vétérinaire. Alors du coup, j'ai plusieurs questions. Donc vous avez bien montré en France ce qu'on a mis en place, les évolutions de la consommation, les impacts sur les résistances. Mais en fait, vous avez aussi montré que on était dans un milieu très ouvert, avec des transports, avec voilà, des brassages de population extrêmement importants, et qu'on avait face à nous et autour de nous tout un tas de pays qui n'avaient pas du tout les mêmes, enfin en tout cas qui avaient des taux qui étaient complètement différents. Vous n'avez pas parlé en fait des mesures qui sont dans ces pays-là. Donc, en fait, ça suscite plusieurs interrogations. D'abord, est-ce qu'il y a une coopération internationale autour de ces sujets-là, surtout dans le contexte actuel où en fait tous les domaines, les programmes multinationaux sont en train de s'écrouler depuis le mois de février. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est ok, on fait tout un tas d'efforts en France et on voit que ça porte ses fruits, mais est-ce qu'il y a des modèles qui montrent l'impact face à une pression extérieure qui va continuer parce qu'on ne va pas arrêter de transiter, on ne va pas arrêter le brassage de population. Donc, est-ce qu'il y a des modèles qui montrent l'impact réel de tout ce qu'on est en train de faire sur le long cours face à une pression qui va continuer à augmenter autour de nous? Et la dernière question, c'est comment se fait-il qu'en France, alors que ça se fait dans tout un tas d'autres pays autour de nous, on vende encore des médicaments, non pas à l'unité, mais en plaquettes, alors que même en vétérinaire, on est capable de le faire, et que du coup, on se retrouve avec des antibiotiques qui circulent un peu partout, avec des gens qui les prennent n'importe comment. C'est extrêmement intéressant comme question. Alors, sur la première, je pense que c'est un peu la stratégie de la petite goutte d'eau qui va finir par faire un fleuve. Non, en vrai, y a un enjeu quand même, c'est de faire en sorte que les antibiotiques, enfin les bactéries multirésistantes ne s'installent pas en communauté et ne diffusent pas en communauté. Et ça, c'est tout l'enjeu. Et on s'en sort pas si mal. Et quand même, le modèle européen, puisque ça, c'est vraiment le CDC et la Société européenne de maladies infectieuses et d'hygiène, enfin de maladies infectieuses et de microbiologie clinique, essaie de faire vraiment. On a vraiment des programmes qui sont communs et qui sont à peu près similaires en Europe. Et d'ailleurs, en Europe, on n'est pas forcément les bons élèves, hein. Donc on fait plein de mesures en France, mais on n'est pas les plus aboutis, notamment les pays nordiques sont nettement plus en avance sur nous. Et on arrive quand même à voir qu'en Europe, on a un moindre impact de l'antibiorésistance que dans d'autres endroits où c'est moins contrôlé, moins... voilà, ces mesures ne sont pas prises. Et l'idée étant vraiment de faire en sorte, sur une approche One Health, que cette résistance ne s'installe pas et ne devienne pas communautaire. Il y a pas mal d'exemples qui montrent que quand on arrête d'utiliser une molécule pour un certain temps, la résistance disparaît, puisque ça a un coût pour les bactéries. Donc je rejoins tout à fait Jean-Yves Madec sur le fait que des antibiotiques qui persistent dans l'environnement, ça pose problème, puisque ça va entraîner une pression de sélection qui reste durable dans le temps. Et donc là, on ne va pas récupérer. Mais en revanche, si on arrive à faire une espèce de bulle, ça peut améliorer les choses. Et d'autre part, l'article que je vous ai présenté sur le burden, sur le global burden du Lancet, là, a fait quand même beaucoup de bruit. Et il commence à y avoir une prise de conscience internationale de l'enjeu que représente l'antibiorésistance, et c'est un vrai enjeu de l'OMS actuellement. Donc là-dessus, je pense que c'est important de faire ces mesures, de contrôler. Aujourd'hui, dans les outils de bon usage, il y a aussi faire attention au retour de voyage, de bien essayer d'isoler, en tout cas de limiter la transmission pour les patients potentiellement infectés ou colonisés par des bactéries multirésistantes qui reviennent notamment de l'étranger, qui ont été hospitalisés à l'étranger. Donc il y a tout un tas de mesures de surveillance, de détection, de prise en charge précoce pour limiter justement cette extension de la résistance. Le deuxième point, c'est pour la délivrance à l'unité. La délivrance à l'unité, effectivement, je pense qu'il faut qu'on y aille, hein. Et on parlait des problèmes de réglementation. Je pense que ce sera peut-être la seule... Enfin, il y a des problématiques au niveau production pharmaceutique pour la délivrance à l'unité. Il y a les problématiques du temps que ça prend à la pharmacie de reconditionner, le conditionnement à la base qui est plus large. Enfin, il y a plusieurs niveaux qui posent problème. Et mon avis, c'est qu'effectivement, s'il n'y a pas une réglementation plus stricte sur le sujet, parce que c'est déjà quelque chose qui est incité à faire, mais qui n'est pas fait ou très peu en pratique. À mon sens, s'il n'y a pas de réglementation plus
je pense qu'on aura du mal à avancer sur le sujet autrement. Sachant que c'est un des leviers de négociation des entreprises du médicament pour permettre des prix relativement bas du médicament en France. Donc c'est un levier de négociation et un petit peu un instrument de lobbying quand même. Une question encore, et puis on va passer à l'exposé. Oui, une question qui concerne plus l'aspect prévention plutôt que l'aspect diminution de l'exposition. Avec le Covid, on a eu quand même d'énormes exemples du bienfait, du port du masque, de l'hygiène des mains, de la transmission interpersonnelle, etc. Et ces bonnes pratiques se sont perdues au fil du temps. Je voyais il y a encore quelques temps, quand on allait chez le médecin, le masque était obligatoire. Le masque n'est plus obligatoire aujourd'hui. Et pourtant, c'est des pratiques qui semblent tellement de bon sens que je ne comprends pas qu'elles ne soient pas à nouveau mises en avant et imposées pour améliorer le risque de transmission. Pareil pour les clusters, les EHPAD, les choses comme ça. Je veux dire, la visite les visiteurs en EHPAD, leur imposer des règles à l'entrée me paraît des règles de bon sens, quitte à mettre en place des lois qui imposent ces choses-là. Alors il y a plein de mesures qui sont en cours. Concernant les masques, il y a quand même des choses qui ont changé culturellement. Imposer le masque à tout le monde, on l'a vu, à part cliver et mettre une frange de la population un peu de côté, c'est pas forcément utile. Par contre, l'usage du masque, c'est clairement démocratisé. Et dans la plupart des hôpitaux, le port du masque est recommandé, voire obligatoire, pendant la période de circulation virale automno-hivernale. Et donc ça, c'est resté. Moi, l'exemple que je donne souvent, c'est le port des masques. Pendant les années 2000-2010, on se disait que les Asiatiques étaient étaient un peu tarés parce qu'ils portaient tous des masques. Mais c'est depuis l'épidémie de SARS-CoV-1 en 2003, en fait, que le port du masque s'est généralisé dans la rue, etc. Et donc donc aujourd'hui, on croise dans le métro, dans le train, des gens qui sont masqués, ce qui était totalement inconcevable en 2018. Donc il y a quand même des choses qui ont un petit peu changé. Le rendre obligatoire, je suis pas sûr que ce soit la solution, mais voilà. Concernant les EHPAD, les mesures de précaution, d'hygiène des mains, etc. Aujourd'hui, hier, c'était la journée mondiale d'hygiène des mains. Il y a plein de projets qui sont en cours, notamment des systèmes d'ouverture des portes automatiques si on met un petit coup de chat. Donc voilà, donc il y a des choses quand même qui sont mises en place. Il faut y aller par petites touches parce qu'encore une fois, je pense que le vrai enjeu, le fondement du truc, c'est changer, vraiment c'est une réappropriation culturelle.